Alors, est-ce que tout le monde nous entend bien? S'il y a des personnes qui sont déjà connectées, s'ils peuvent juste mettre dans le chat euh, si c'est OK ou pas. Ah bah voilà, C'est OK. bonjour, C'est OK? Bonjour. Ouais, super. c'est bon. Bon, bah en tout cas, bonjour à tous. On est heureux de pouvoir échanger aujourd'hui sur une thématique d'actualité. Les prévisions établies pour les années 2022-2023 ont mis en évidence des problématiques dans le pilotage de certaines entreprises. Terre d'entrepreneur a déjà mis l'accent sur les outils à votre disposition pour vous permettre de développer votre chiffre d'affaires. Je vous invite d'ailleurs à reporter au webinar Comment booster mon business. Néanmoins, lorsque le développement du chiffre d'affaires est limité, l'entrepreneur se retrouve avec des obligations de niveau de rentabilité difficilement atteignables. L'objectif de ce webinaire est de donner des trucs et astuces pour aider l'entrepreneur à maîtriser ses dépenses et à restructurer sa dette. Nous aurons la chance d'avoir parmi nous Johanna qui nous fera une mise à jour des aides sociales sur 2021 et des aides à l'embauche. Vous aurez également une micro-formation concernant le prévisionnel pour bien comprendre l'importance de cet échange. Merci aux 4 experts qui nous accompagnent sur ce webinaire. Et pour commencer, Julie Delannoy, formatrice développement des entrepreneurs, améliore ta gestion. Johanna Suska, expert social, Optima Pay. François Héranval, expert en optimisation des achats. Et Fanny Watine, responsable agence Accord de prêt. Alors, je vous invite à mettre vos numéros de téléphone et vos mails dans le chat si on a des personnes qui souhaiteraient vous contacter en message privé pour compléter ou s'il y a des questions qu'ils avaient et qui souhaitaient avoir plus de précision là-dessus. Alors, je propose de démarrer par François. Parfait, Dis-nous tout, merci. François, sur le pilotage des achats. Oui, bonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présent à ce webinaire. Alors moi, je suis donc François Héranval, dirige la société NSP Expertise. Nous sommes experts en 3 métiers, le conseil en achat, l'optimisation d'achat et la délégation d'achat. Nous travaillons sur la France entière et nous gérons toutes sortes d'activités professionnelles. Alors, j'ai mis cette photo en préambule, c'est effectivement un cockpit d'avion, car aujourd'hui, pour moi, piloter son entreprise, c'est comme piloter un avion, sans trésorerie, sans visibilité, sans client, et bien malheureusement, l'avion s'écrase, et surtout sans optimisation des achats, ça risque d'être compliqué. On peut prendre un Alors, parachute, François, on peut prendre un parachute. on peut prendre un parachute, tout à fait, c'est pour ça qu'on est là. Nous sommes là. Alors, au niveau cartographie des achats, voilà. Donc aujourd'hui, pour rentrer un peu plus en détail, nous cartographions les achats sur trois secteurs. Donc les achats de classe A, B, C. Les achats de classe A étant les achats de matières premières, hein, donc les achats principaux d'une entreprise. Les achats de classe B, les achats hors production, hein, vous voyez un petit peu les représentations en termes de chiffre d'affaires, et les achats de classe C, ce lequel évidemment, ça représente peu de pourcentage au niveau du chiffre d'affaires, mais par contre, ça représente énormément de fournisseurs, énormément de factures, et là, il y a énormément de leviers à faire pour optimiser ces achats de classe C. Euh, Je vous ai mis ensuite, donc le tableau ici, il faut le lire en colonne, hein, comment renforcer simplement votre performance financière. Donc la première colonne, sur une entreprise qui fait un CA de 100, ses achats représentent 70%, ses salaires 20 et ses coûts fixes 5, ce qui fait un résultat d'exploitation de 5. En diminuant uniquement ses achats de 3%, nous rendons compte par effet de levier, eh ben, le résultat augmente de 42%. Donc, c'est vraiment très, très impactant de gérer ses achats et ses charges. On Oui, a là, on fait est sur aussi, une vision, oui, pardon. ça je te coupe, mais illustration PNL, c'est profit and loss, c'est un compte de résultat, c'est-à-dire le résultat, le bénéfice d'une entreprise. Je me permettais juste de le Oui, rappeler, et CA, donc chiffre d'affaires, ouais, chiffre d'affaires de 100. Donc c'est vrai que ça a une vraie différence, parfois de bien cibler les achats et de bien revoir ses achats, ouais. exactement. Et en fait, la troisième colonne, on a fait le même exemple avec ce qu'il fallait comme chiffre d'affaires supplémentaire pour atteindre le même résultat. Et ben, on s'aperçoit qu'il faut l'augmenter de plus de 20%. Donc voilà, donc gérer ces achats, c'est très, très important dans son activité principale. Ouais, ça peut augmenter la pression de chiffre d'affaires à réaliser, en fait, si on a des achats qui pèsent trop lourd dans l'activité, ouais.
Exactement. Alors, juste, je vous ai mis, ça c'est une méthode qu'on utilise effectivement quotidiennement avec nos équipes au sein de notre société. Donc, 6 phases d'achat. Tout d'abord, le premier point, c'est la rationalisation des fournisseurs. En fait, on fait une photo à un instant T de la masse achat. On regarde combien de fournisseurs gèrent ce type d'achat, cette famille d'achats, et donc on les réduit, hein, en les rationalisant. Deuxième point, sur le produit, en fait, on identifie d'abord les besoins réels de l'entreprise, hein, ce qu'elle achète, et ensuite on essaie de trouver des alternatives aux achats, et donc on optimise ce produit pour baisser les coûts. Troisième point, les transactions, en fait, la digitalisation des process, hein, nous permet de baisser les coûts de transaction et les coûts de commande. Quatrième point, la logistique. Moi, j'ai vu fréquemment en entreprise des livraisons qui étaient très nombreuses par jour, et donc du coup, ça fait perdre beaucoup de temps aux équipes. Du coup, on optimise la logistique en établissement des jours fixes de livraison, hein, Mmh. sur ce point-là. Déploiement de l'accord, ça c'est tout simple. On vérifie le contrat, on vérifie les procédures, on visite les fournisseurs. Voilà pour ça, pour suivre effectivement ce contrat avec le client, entre le client et les fournisseurs. Et enfin, la qualité, on met des indicateurs en place pour suivre la qualité des fournisseurs et des produits quand ils arrivent au sein de l'entreprise. Oui, parce que François, le plus dur quand même, c'est le tout n'est pas de réduire le coût des fournisseurs, mais c'est aussi de garder une qualité équivalente, une sécurité équivalente et un accompagnement équivalent aussi, une réactivité équivalente. Donc c'est vrai que c'est l'arbitrage en fait entre la réduction des coûts et le maintien de la prestation, je pense. Exactement, c'est tout à fait ça. Cas concret, hein, qu'on a réalisé nous avec nos équipes sur donc 4 exemples, hein, de coûts de gain, de coûts et de gain, de coûts et de gains, pardon. Donc, premier cas, en assurance d'une PME, en fait, on a réduit sa prime d'assurance, hein, qui était de 18 KE, et on a obtenu de meilleures garanties avec l'assureur, tout en faisant un appel d'offres, hein, et en regardant avec attention son contrat. Deuxième exemple, sur un achat d'aluminium, donc qui sont classés, donc là c'est les achats de classe A, en mettant à plat les fournisseurs, en renégociant, on a obtenu 15% de la masse achat globale sur un total de 650 KE d'achat. Donc c'était vraiment une belle optimisation. En troisième exemple, sur la maintenance, en mutualisant les services au sein d'une entreprise, on a optimisé les flux de services et on a obtenu, vous voyez, moins 7% de gains, avec en plus une rapidité des dépannages en termes de services sur la maintenance, sur un total de 350 KE. Et dernier point, on a, en réorganisant les équipes, pareil, en regardant le contrat, en faisant un appel d'offres, on a obtenu 8% pardon, de réduction sur un total de 100 KE d'achat dans cette entreprise. Mais donc, il faut aussi regarder les dates d'anniversaire des C'est contrats ça. et puis peut-être déjà retravailler avec les fournisseurs existants aussi. C'est Oui, ça. oui, oui. Nous, en fait, on conseille aux entreprises, dès qu'elles signent un contrat, et ben, en fait, de bien le noter dans un fichier ou un rappel en disant, ben Mm. voilà, le contrat arrive à terme à ce temps-là. On conseille même des fois à dénoncer le contrat dès que le contrat est signé. Ça évite d'oublier, effectivement, que l'échéance arrive. Ah oui, c'est pas mal ça. C'est effectivement c'est pas mal. Mais on le conseille aussi lorsqu'on fait une reprise d'entreprise, lorsqu'on accompagne en reprise d'entreprise, c'est de récupérer ce fichier Excel effectivement avec tous les contrats, les dates d'anniversaire des C'est ça. contrats. Parce qu'on a Ouais. tendance à oublier et après, on est reparti pour 4 ans ou 5 ans sur les contrats. Ouais. Du coup, c'est vrai que Et, ça peut être vraiment impactant. et après, on peut faire des ruptures par mesure conservatoire, hein. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a peut-être pas forcément envie de quitter le fournisseur, mais les délais sont peut-être très C'est ça. un peu. C'est ça. C'est ce qu'on conseille, effectivement, par anticipation. Et dernière slide, en fait, voilà, quelques conseils. En gros, en entreprise, lorsqu'il n'y a pas de politique achat, pas d'organisation, on arrive à gagner au minimum 30% de gains. Donc, c'est quand même intéressant. La moyenne des gains sur achat qu'on a obtenu va entre 10 et 30, voire au-dessus, hein, sur certaines familles d'achats. Et puis, l'optimisation des achats, hein, ce n'est pas que le prix, hein, on en parlait à l'instant, c'est aussi la qualité. On travaille avec le fournisseur dans l'innovation, la RSE évidemment. On respecte les valeurs de l'entreprise et surtout on communique
avec les fournisseurs, il y a beaucoup d'entreprises qui communiquent pas. Et voilà, et là, on perd effectivement du gagnant-gagnant avec ce fournisseur. Mmh. Alors, une petite phrase pour finir. En cette période de crise, c'est vraiment très important d'être accompagné. C'est vraiment stratégique et primordial pour l'entreprise. Aujourd'hui, c'est vraiment un levier de performance économique, car seulement 40% d'entreprises ont une organisation dédiée dans leurs achats. Et par exemple, est-ce que tu as déjà eu des retours sur la négociation de loyer ou des choses? Oui, on a effectivement un partenaire avec qui on travaille sur enfin, un partenaire avocat juridique pour tout ce qui est baux commerciaux ou effectivement sur la négociation des murs, oui, des loyers. Merci François. Merci à Alors, tous. on va passer au pilotage des coûts dans votre prévisionnel avec Julie, notre pro de la formation sur ce sujet. Bonjour à tous, merci Marie. Bon, je suis contente d'intervenir aujourd'hui sur le prévisionnel avec une vision un petit peu différente. Pour ceux qui ont déjà assisté au webinaire, pardon, on parle assez souvent du pilotage d'activité. Là, on va avoir une vision un petit peu différente puisqu'on va intervenir directement par le bas plutôt que par le haut. En général, on pense plutôt chiffre d'affaires. Là, on va avoir tendance à observer les coûts et à remonter, à déterminer le chiffre d'affaires qui sera nécessaire de réaliser pour faire face à ces différents coûts. Donc, vous le savez sans doute, comment on construit son pilotage d'activité? C'est toujours le même triptyque dont on a déjà parlé. La rentabilité. Mon activité permet-elle de couvrir les charges et d'y faire face? La trésorerie, mon solde à la banque reste-t-il positif? Et mes besoins sont-ils couverts par les ressources dont je dispose? Y compris effectivement la trésorerie. Si jamais, et c'est un triptyque parce qu'effectivement, il faut toujours trouver l'équilibre sur chacune de ces trois points. Chacun de ces trois points. Donc, dans un contexte de maîtrise des coûts et dans un contexte aussi d'incertitude, on pourrait dire quant à l'avenir, la première des choses en termes de rentabilité, c'est qu'on va observer le taux de marge brute. Alors, pour ceux qui n'en ont jamais calculé, comment est-ce qu'on fait pour calculer son taux de marge brute? Déjà, la marge brute, ça va être la vente moins les achats. Et du coup, le taux de marge brute, ça va être le rapport entre cette différence et les ventes hors taxes. Par exemple, si on prend un boulanger, et on suivra cet exemple sur la durée des slides. Donc, les charges variables d'un boulanger, ça va être ses acquisitions, enfin ses approvisionnements en farine, en levure, en sel, tout ce dont il aura besoin pour produire, mais aussi les emballages pour emballer le pain, etc., etc. Et du coup, son taux de marge brute, ça va être, par exemple, à un instant T, le prix de sa baguette, moins tout ce qu'il aura acheté et consommé pour produire cette baguette et la remettre dans la main du client, versus le prix de la même baguette. Alors juste une précision, en tant qu'expert comptable, c'est vrai que si le taux de marge varie trop significativement d'une année sur l'autre, et significativement ça veut dire 2 à 3 points de marge, là on se pose beaucoup de questions et on essaie de pouvoir l'expliquer, en tout cas de garder des explications vers nous dans notre dossier de travail. Ça peut interpeller tous les acteurs de l'entreprise. Alors comment savoir si mon taux de marge brute est bon? Alors, parce que c'est souvent une question à laquelle on est confronté. Quand on regarde un petit peu l'historique, on va nous poser cette question. Bah oui, une fois que j'ai calculé mon pourcentage, est-ce que c'est bon ou pas? Déjà, la première des choses qu'on va regarder, c'est effectivement, comme le disait Marie, la variation. De toute façon, quand on fait de l'analyse, on va toujours avoir tendance à étudier les ratios des années précédentes, des exercices précédents. Ça, c'est la première des choses. Et ensuite, on va aussi comparer aux normes sectorielles. Il suffit de taper taux de marge brute moyen d'une boulangerie-pâtisserie sur Internet, vous trouverez des données de l'INSEE ou des données assez fiables et vous pourrez vous situer les performances de votre entreprise par rapport à ces normes sectorielles. Par exemple, le taux de marge brute d'un boulanger-pâtissier traditionnel s'établit en moyenne à 71%. Mais c'est des ratios qu'on a. Alors après, c'est extrêmement important d'avoir un taux de marge cohérent. Alors soit on fait une action sur les ventes. Donc parfois certains me disent, je vais augmenter mon prix de vente. Quand on ne peut plus augmenter son prix de vente, il y a des actions aussi sur les achats, comme on parlait François tout à l'heure, donc qui peut être exponentiel, parce que ce sont des charges qui sont significatives au sein du compte de résultat. Et après, il y a aussi un travail sur les stocks. Alors ça, ça fera l'objet peut-être d'un prochain webinaire, mais le travail sur les stocks est quand même très important dans le suivi du taux de marge. Et après, il y a les charges fixes, en fait. Et après, il y a les charges fixes. Donc, dans ce à quoi on pense spontanément parmi les charges fixes, ça va être effectivement les coûts d'entretien. Souvent, on pense au loyer, éventuellement les frais de déplacement, les locations diverses.
les honoraires, la téléphonie, les frais bancaires, etc. Faut pas oublier les charges de personnel. Évidemment, on intègre la rémunération du dirigeant, ses charges sociales, également obligatoires et facultatives. On va aussi intégrer les impôts et taxes, du moins celles qu'on connaît, donc les taxes d'apprentissage, la cotisation foncière des entreprises, etc. Et on n'oublie pas le remboursement des prêts. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans une étape 2, une fois qu'on aura déterminé son taux de marge brute et qu'on aura pu lister l'ensemble de ses charges fixes, on va pouvoir déterminer le point mort de l'entreprise. Le point mort de l'entreprise, c'est quoi? Ça va être effectivement de déterminer, alors bon, là je m'avais dit quelques exemples de charges, voilà. Donc déterminer le point mort, ça va être quoi? Ça va être de déterminer le montant de chiffre d'affaires qu'il faut que l'entreprise réalise pour couvrir l'ensemble de ses charges, et parmi lesquelles il est important, même si c'est pas strictement parlant une charge, c'est important d'y intégrer les remboursements des prêts, y compris le capital. Okay. Et donc ça va nous déterminer, comme on disait tout à l'heure, dans une période où l'incertitude demeure quant à notre capacité à générer un chiffre d'affaires au niveau historique, voire même à assurer une progression dans les mêmes proportions que ce qu'on avait réussi à faire par le passé. On va plutôt avoir tendance à avoir une position conservatrice qui va être de dire, voilà, j'ai une certitude, c'est les charges auxquelles je dois faire face. On peut effectivement intégrer toujours du chômage partiel. On peut intégrer tout un tas de dispositifs. Johanna nous en parlera tout à l'heure avec des aides. Mais malgré tout, ce qui est important, c'est de fixer un nouvel objectif qui va être un objectif conservateur du chiffre d'affaires que je dois réaliser pour pouvoir faire face à l'ensemble de ces charges. Toujours dans mon exemple de la boulangerie. On a un taux de marge brute qu'on aura défini tout à l'heure qui était de 71%. On va lister les charges fixes. Donc les charges fixes, le loyer, ce dont on a parlé tout à l'heure, le loyer, les impôts, les charges de personnel, y compris la rémunération du dirigeant, et on va fixer un remboursement des prêts à 30 000 €. On intègre bien le capital et les intérêts. Donc, pour calculer le point mort, c'est tout simple. On va se dire qu'on a 160 000 € globalement de charges fixes, correspondant à mes charges fixes et mon remboursement des prêts, et on va diviser par le taux de marge brute. De là, je vais déterminer mon objectif annuel et je vais me dire que je ne peux pas aller en dessous de 225 352 €. Et évidemment, ça, c'est mon objectif à atteindre et je vais pouvoir le positionner en fonction de ma saisonnalité annuelle parce qu'effectivement, au mois d'août, au mois de décembre, je n'aurai pas les mêmes rentrées de chiffre d'affaires. Voilà, pour nous, actuellement et depuis quand même un certain temps, le point mort, c'est pas quand un résultat est égal à 0. Le point mort, c'est quand on peut payer tout le monde, y compris la banque. Et c'est très important que tous les entrepreneurs l'aient en tête. C'est pas parce qu'on a un résultat à 0 que ça va. C'est un résultat qui permettra de payer l'emprunt. Alors, quand on parle de remboursement des emprunts, il y a peut-être une notion qui nous parle un petit peu, c'est la capacité d'autofinancement. C'est quoi finalement cette capacité d'autofinancement? Ça va être la traduction en cash flow, de la rentabilité de l'entreprise au cours de l'exercice. On va réintégrer un certain nombre d'éléments fiscaux qui ne sont pas intégrés dans le résultat habituellement. Et du coup, ça va nous permettre de déterminer la capacité de l'entreprise, justement, en termes de cash, à faire face à ces remboursements d'emprunts. Okay. Donc là, on a une petite illustration. L'idée, c'est de voir, effectivement, dans cette illustration où on a déterminé à partir du résultat la capacité d'autofinancement, on a mis en face le remboursement des emprunts et on regarde l'autofinancement net, c'est-à-dire le solde, et il faut s'assurer effectivement qu'il est positif sur les 3 prochaines années. Voilà, donc c'est bien aussi pour dire que le résultat n'est pas suffisant pour savoir si on peut payer les emprunts. Et après, dites-vous aussi que si vous êtes fortement endetté, eh ben c'est normal que vous payiez de l'impôt sur les sociétés. En fait, quelqu'un qui est endetté et qui se dit j'ai pas envie de payer d'impôt société, ça va être très très compliqué. On ne pourra pas, mais il n'y arrivera pas en tout cas. L'étape suivante, ça va être de déterminer le plan de trésorerie. Effectivement, maintenant qu'on s'est fixé un chiffre d'affaires à 225 000 € hors taxe, il va falloir le positionner, comme je vous le disais, en termes de saisonnalité dans l'année, parce que c'est pas parce que je peux rembourser mon prêt sur une année complète et que je suis rentable sur une année complète que je vais pas avoir des creux en termes de trésorerie auxquels il faudra que je fasse face et qu'il va falloir que j'anticipe dans le temps. Donc, je vais positionner ce chiffre d'affaires-là au fur et à mesure des mois. Comme je vous le disais tout à l'heure, évidemment, pour un boulanger en période
d'hiver avec les galettes des rois, les bûches, etc., ou au mois d'août, on n'aura pas du tout le même chiffre d'affaires encaissé. Ok, mais pour autant, il va quand même falloir qu'ils payent ses salariés au mois d'août comme au mois de décembre. Ça veut bien dire qu'il va falloir que j'anticipe les éventuels besoins de trésorerie. Si jamais ils ne sont pas suffisamment anticipés, que je ne négocie pas avec ma banque, peut-être des reports, peut-être des solutions court terme, je risque d'avoir des difficultés, ce qui ne se traduiront pas ni dans le résultat, ni dans la capacité d'autofinancement de la société. Alors par contre, là, Julie, je pense que la personne, elle a besoin de Fanny, François et Johanna pour réduire ses coûts. Pour réduire ses coûts parce que et son expert comptable aussi pour faire un point parce que là, on est sur les cas qu'on a constatés là sur les prévisionnels qu'on a fait 2022-2023 où en fait, on n'arrivera pas à aller au-delà du chiffre d'affaires. Il faut absolument qu'on fasse un retravail sur la marge, sur les charges, voilà, sur les remboursements et sur les solutions de de financement. Donc, pour récapituler, donc vous avez bien compris en fait, avoir un résultat positif c'est bien, mais c'est pas suffisant. Avoir une carte qui fait face, avoir une capacité d'autofinancement, pardon, qui fait face au remboursement des prêts, c'est bien, mais c'est toujours pas suffisant. Par contre, si on arrive à associer ça avec une trésorerie qui reste positive, et ben vous avez compris qu'en fait, on a réussi à équilibrer notre fameux triptyque du prévisionnel d'activité et on peut poursuivre sereinement le pilotage de son activité. Voilà. Et alors, trésorerie positive, on y est. Enfin, moi, j'y suis très attachée parce que généralement, il y a des cautions personnelles sur les découverts autorisés. Et donc je pense que c'est extrêmement important. Et donc, il faut l'anticiper. Il faut faire les travaux sur le travail sur vos achats et sur vos coûts assez rapidement. Merci beaucoup, hein, Julie, pour cette présentation. Et donc, Johanna, maintenant, sur le pilotage des charges sociales. Ah oui, bonjour à tous. Donc Julie, je suis un petit peu la même logique. Julie en a parlé tout à l'heure. Pour un bon prévisionnel, il faut prendre en compte aussi les charges du dirigeant, mais aussi ceux du salarié. Alors, on va vous expliquer un petit peu comment lire une fiche de paie, ce qui n'est pas toujours évident. Donc, vous avez sur cette slide une simulation de fiche de paie pour une assistante administrative. Le but étant de comprendre comment on vient calculer le coût global du bulletin de salaire. Donc, pour notre salarié, on a un salaire brut au SMIC de 2021. Il est mis à jour 1 554 €. Et puis, on a des charges patronales, 65 € et un coût global, 1 619. On peut également voir le salaire net à payer, 1 230, et les charges salariales, 323 €. Le coût global peut donc être calculé de deux manières. Soit on vient additionner le salaire brut et les charges patronales, soit on démarre à partir du salaire net et on additionne les charges salariales et patronales. On obtiendra bien évidemment le même résultat, 1 619 €. C'est donc le coût global de ma fiche de paye pour l'assistante administrative. Donc, il y a un salaire de base de 1 554 et un coût global 1 619. Voilà. C'est pas très cher, on va dire. Bah non. Dans un deuxième temps, vous allez voir, c'est pas du tout la même chose. Nous avons fait le choix d'une simulation de fiche de paye pour un directeur commercial. On est donc sur un plus gros profil avec un salaire brut de 4 000 €. Pareil que tout à l'heure, on voit les charges patronales, 1 642 €, les charges salariales, 838, le salaire net, 3 161, et puis le coût global de 5 642 €. Et bien évidemment, ce qui saute à l'œil, ce sont les charges patronales. D'accord ? On a un montant de 1 642 €. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu tout à l'heure pour l'assistante administrative. Donc, comment on calcule ce taux de charge sociale ? Alors, pour l'assistante administrative, il y a la première méthode, enfin pour les deux salaires, on va voir, il y a deux méthodes. La première, c'est de diviser les charges patronales par le salaire brut. On a donc 65 divisé par 1 552 et on a un taux de charge patronale de 4,20%. On peut aussi calculer le taux de charge total. Pour ce faire, on calcule d'abord les charges totales, donc charges salariales plus patronales, 389 €, qu'on va diviser par le salaire net et on obtient donc 0,316. Ça veut dire qu'on pourra faire le calcul à l'envers en partant du salaire net 1 230 fois le 1,316 et ça nous donne le coût global du bulletin de salaire. Et ensuite,
suivant exactement la bonne procédure, nous pouvons observer que le taux de charge patronale pour le directeur commercial, il est de 41,07% par rapport au 4,20% de l'assistante administrative. C'est là où on voit, bon, ça, je l'ai mis en bleu, ça saute à l'œil, la différence, elle est énorme. D'accord? Et comment s'explique cette différence? Parce que ce n'est pas directement proportionnel au salaire. Il s'agit principalement de la réduction générale des cotisations patronales, alors ce qu'on appelait avant la réduction Fillon. Le calcul est assez complexe, donc on ne va pas rentrer dans tout le détail de ce calcul, mais il faut savoir que pour un salaire, pour un salarié au SMIC, cette réduction, on arrive à presque 500 € par mois de réduction de charges patronales et que cette réduction est dégressive jusqu'à 1,6 fois le SMIC. Ça veut dire qu'à partir de cette rémunération-là, il n'y a plus aucune réduction de charge. D'où aussi mon petit bonhomme tout étonné, parce que ça veut dire malheureusement que cette réduction, elle favorise un petit peu les bas salaires en fait. Oui, c'est ça. Alors, l'idée, c'est comme pour les coûts et les réductions des achats, hein. Un salarié qui doit être augmenté, ça doit pas être une des raisons de ne pas l'augmenter. On a déjà eu ce type de remarques en disant, ben voilà, jusqu'où je peux aller pour optimiser ça. Parfois, on y perd plus, ou on peut avoir un départ d'un salarié, donc ça peut être un mauvais calcul. Mais en tout cas, c'est important de l'intégrer dans le pilotage de vos charges parce que, bah oui, en fait, si vous donnez parfois une prime ou si vous augmentez, il faut le budget. Il faut le budgéter absolument parce que vous risquez de faire sauter la réduction Fillon. Ouais. Enfin, C'est là où on intervient en équipe entre social et comptable et l'expert comptable qui va vous dire, bah oui, mais là, vous pouvez aller jusqu'à là parce que sinon, au niveau de la trésorerie, ça va vous poser problème. Ouais, tout à fait. Alors après, un petit focus sur les charges sociales du dirigeant. Ça peut être aussi l'occasion, si on a des difficultés, on est obligé de baisser sa rémunération en tant que dirigeant et qu'on est sous une forme de SAS-SASU. En SAS-SASU, vous êtes assimilé salarié. Ça veut dire qu'en fait, vous avez des fiches de paye et vous payez des charges salariales. Ça veut dire qu'en SAS-SASU, quand vous prenez 1 000 € de rémunération en tant que dirigeant, vous devez payer 750 € de charges sociales. Et oui, en fait, un dirigeant n'a pas le droit à la réduction Fillon, puisqu'il est mandataire social. Donc, en fait, c'est plein pot, même sur du bas salaire. Donc, SAS, SASU, les dirigeants qui sont qui sont sous cette forme juridique là peuvent peut-être étudier la possibilité de passer en EURL ou SARL unipersonnel où là en fait pour 1 000 € de rémunération il y aura 470 € de charges sociales. Donc j'insiste à protection sociale identique, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un maintien au niveau de la retraite qui est identique sur l'une ou l'autre des formes juridiques. Enfin, je vous invite à aller voir le webinaire sur la création d'entreprise où en fait un expert de la protection sociale faisait les calculs sur ce sujet. Voilà, enfin c'était juste une aparté parce que ça peut être aussi l'occasion, voilà, pour un dirigeant d'entreprise d'étudier la possibilité l'effet de levier SAS versus SARL. Et les aides au recrutement en 2021, Johanna. Ah oui, tout à fait. Julie en a parlé tout à l'heure. Ça peut être des solutions qu'on peut envisager. Il ne faut pas se baser là-dessus parce que ces aides qu'on va vous présenter, bon, déjà, on n'a pas la prétention d'être exhaustif, mais on va vous présenter quelques aides auxquelles vous pouvez faire appel pour vos futures embauches. Mais il faut savoir que ça change en continu, d'accord? Parfois, il y a des dispositifs qui disparaissent, il y en a d'autres qui apparaissent. Donc, ce sont des choses, voilà, c'est à voir au fur et à mesure. Donc, dans un premier temps, on a le plan Un jeune, une solution. Vous en avez beaucoup entendu parler ces derniers temps parce qu'il a été lancé avec la crise sanitaire et il a été conçu autour de 3 axes. Donc, on a l'aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans, on a l'aide exceptionnelle pour les apprentis et les contrats pro et le dispositif Emploi Franc qui a été amélioré. Alors, dans un premier temps, l'aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans, c'est une aide qui va jusqu'à 4 000 € pour un salarié sur 1 an pour un salarié à temps complet. Donc, forcément, ce montant, il est proratisé en fonction de la durée du contrat et du temps de travail. Ça veut dire que vous avez un salarié à mi-temps, bah forcément, sur 1 an, vous allez avoir 2 000 €, par exemple, d'aide à l'embauche.
Alors, pour prétendre à cette aide, il faut savoir dans un premier temps que le dispositif a été prolongé jusqu'au 31 mars. Début janvier, on nous donnait l'information. Donc, ce sont les embauches entre le 1er août 2020 et le 31 mars 2021 qui sont éligibles aujourd'hui à cette aide. La rémunération doit être inférieure ou égale à 2 fois le SMIC et puis l'employeur ne doit pas avoir procédé à un licenciement économique sur le même poste. Comment bénéficier de l'aide? Alors, vous pouvez saisir les demandes d'aide via la plateforme de téléservice SILAE, c'est la plateforme de l'Agence de services de paiement, en fournissant une copie, donc ils vont vous en demander de mettre en pièce jointe la copie du contrat de travail, la copie de la pièce d'identité de l'employeur et celle du salarié. Et attention toutefois au délai, vous avez 4 mois à compter de la date d'embauche du salarié pour faire votre demande. Si vous dépassez le délai, l'aide elle est perdue complètement. Oui, ça c'est très très important. Et puis 31 mars, il faut se hâter lentement, on va dire. On va dire ça, oui. Alors, le deuxième axe du plan Un jeune, une solution, c'est le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Alors, le contrat d'apprentissage, il est déjà très bien connu, y compris ses exonérations de charges sociales. Alors, je rappelle juste que dans la limite de 79% du SMIC, il n'y a pas de charge salariale. Donc, vous avez des charges patronales, mais il n'y a aucune charge salariale. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette aide, elle existait déjà, d'accord, l'aide unique à l'apprentissage, mais sur la période du 1er juillet au 28 février 2021, elle a été augmentée, elle a été améliorée à cause de la crise sanitaire. Donc, on arrivait à 5 000 € la première année pour un apprenti ou un alternant mineur et 8 000 € pour un apprenti ou un alternant majeur. Et donc, c'est également valable pour les contrats de professionnalisation. Et tu as encore des entrepreneurs qui prennent des contrats d'apprentissage et de professionnalisation en février? Tu en as encore qui en ont pris? Parce qu'on pourrait se dire avec la rentrée scolaire. Ça existe encore parce qu'il y a certaines écoles qui permettent une rentrée décalée. Donc, bon, ce n'est pas le cas de toutes les écoles, mais ça existe encore. Mais à savoir que je voulais juste revenir sur un petit point concernant le versement de cette aide parce que ce sont des questions que je reçois encore au quotidien, vraiment. L'ASP, il faut savoir que l'ASP a eu beaucoup de retard dans le versement de ces aides. Donc, j'ai pu voir qu'à partir de janvier, ils ont commencé à verser les aides des apprentis, mais on parle des apprentis qui ont commencé leur contrat en septembre, d'accord? Donc, on a encore beaucoup de retard à rattraper. Ils vont bien évidemment faire le rattrapage sur les sommes à verser à partir de ces mois-là. Mais puis, bon, en attendant que votre dossier soit traité, il faut peut-être prévoir la trésorerie parce que c'est pas vraiment comme ils l'ont annoncé au départ. On verse d'abord l'aide et ensuite vous allez verser le salaire de l'apprenti. Ce n'est pas le cas, d'accord? Et puis la seule chose qu'il faut vérifier de votre côté en tant qu'employeur, c'est que votre dossier soit bien enregistré et validé par l'OPCO. Par la suite, les démarches sont automatiques, mais c'est là où il faut avoir un petit point de vigilance. Tout à fait. Les emplois francs, donc le troisième axe de ce plan, toutes les entreprises sont concernées. Il faut savoir qu'il faut être à jour de ses cotisations sociales, ne pas avoir procédé à un licenciement économique dans les 6 derniers mois pour le même poste. Vous ne pouvez pas bénéficier d'une autre aide pour le même salarié, donc cette aide, elle n'est pas cumulable avec d'autres. Et puis, le salarié doit être inscrit à Pôle emploi. Il doit résider dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Alors, j'ai rajouté dans le slide le lien également, mais je vais peut-être le rajouter dans le chat aussi. C'est un lien sur lequel vous allez pouvoir vérifier l'éligibilité de votre salarié. Ça veut dire que vous renseignez directement l'adresse du domicile de votre salarié et vous allez voir s'il est éligible ou pas à l'aide emploi franc. Donc, pendant l'entretien d'embauche, Pendant l'entretien d'embauche, on va l'écouter quand même. Hein. Alors, il faut savoir que cet ancien dispositif qui existait déjà, il a été renforcé entre le 15 octobre 2020 et le 31 mars 2021 avec le déploiement de l'emploi franc plus. Alors, Marie, si tu peux juste avancer sur la slide, s'il te plaît. Voilà. Voilà, donc l'aide à l'emploi franc plus, ce sont les mêmes conditions. En revanche, l'aide elle est plus importante pour les salariés en emploi franc de moins de 26 ans. Donc, encore une fois, ce n'est pas un cumul des deux aides, c'est juste l'aide qui est plus importante
pour les moins de 26 ans. Donc, à savoir qu'en temps normal, on a 15 000 euros sur 3 ans pour une embauche en CDI et 5 000 euros sur 2 ans pour des CDD. En revanche, pour les moins de 26 ans, on augmente à 17 000 euros sur 3 ans. Donc, la première année, on perçoit en tant qu'employeur 2 000 euros en plus, ce qui n'est absolument pas négligeable. Et donc, le petit point d'attention aussi, c'est qu'il ne faut pas dépasser le délai de 3 mois après la date d'embauche pour effectuer votre demande. Donc, pareil, je vais vous rajouter dans le chat également le lien sur lequel vous pouvez saisir votre demande d'aide. Super. Et donc après, maintenant, donc tout ce qui est voilà, Ardent, Tout à AFP. fait. On passe sur des dispositifs qui sont moins connus en général. Par exemple, le dispositif Ardent, Action régionale pour le développement d'activités nouvelles. C'est un dispositif qui est mis en place par la région, forcément, d'où son nom. Alors, les conditions, c'est d'avoir un projet de développement et minimum un bilan. Donc, ce n'est pas accessible pour les nouvelles entreprises. L'avantage majeur, c'est que le collaborateur, il continue à bénéficier du statut de stagiaire de la formation. Et puis, de ce fait, il est indemnisé par le Pôle emploi pendant les 6 premiers mois, les 6 mois de formation. Ça veut dire que vous n'avez aucun salaire à débourser, à verser à votre salarié pendant 6 mois. Vous avez dans le slide également les coordonnées directes des personnes qui peuvent vous apporter plus d'explications sur le fonctionnement de l'Ardent. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Ce sont des personnes très disponibles et c'est un plaisir de les appeler. La FPR aussi, oui. L'AFPR, c'est un dispositif qui ressemble un petit peu à l'Ardent. Il est mis en place en revanche par le Pôle emploi. Alors, le stagiaire, il est également en formation en entreprise pour un total de 400 heures, donc on arrive à presque 3 mois complets. Et pendant tout ce temps, il est indemnisé par Pôle emploi. En revanche, vous avez une obligation d'embauche pour un CDD de minimum 6 mois à compter de la date de fin de l'AFPR. Et en plus de ça, en tant qu'employeur, vous percevez une aide au financement de la formation une fois que l'embauche devient effective. Donc, ça peut aller jusqu'à 2 000 euros d'aide à la formation. Le dernier dispositif, c'est le contrat unique d'insertion. Alors, il s'agit d'un contrat spécifique qui s'articule autour du triptyque emploi, formation, accompagnement. De nouveau, il faut se rapprocher de Pôle emploi car c'est eux qui décident si le salarié il est éligible et s'il peut conclure ce type de contrat en fonction de sa situation professionnelle. En tant qu'employeur, ce n'est pas une exonération de charges, mais vous percevez une aide financière versée par l'ASP, en espérant que là, ils n'auraient pas aussi beaucoup de retard comme pour les aides à l'apprentissage. Et puis, la durée du contrat unique à l'insertion, elle est limitée à 24 mois. Ça peut être un CDD ou un CDI, et vous pouvez aussi le conclure pour des salariés à temps partiel à partir d'un minimum de 20 heures hebdomadaires. Super. Merci beaucoup, Johanna, pour ces précisions et ce point sur les aides 2021. On va attaquer le pilotage du remboursement des emprunts. Alors, c'est un constat que l'on a fait, oui, parce qu'on a fait le point sur les charges, le taux de marge, le chiffre d'affaires. Et après, donc maintenant, on a le remboursement des emprunts et le remboursement des emprunts perso du dirigeant et pro du dirigeant. Pourquoi perso aussi? Parce que si vous arrivez à restructurer votre dette à titre personnel, bien en fait, la rémunération que vous aurez à prendre dans l'entreprise sera moins importante ou un peu moins importante, donc moins de pression dans le résultat de l'entreprise. Donc là, c'est Fanny qui va nous faire cette présentation. Tout à fait, merci Marie. Alors avant de commencer, je tiens juste à préciser que les taux indiqués dans cette présentation varient selon le profil emprunteur et l'établissement prêteur. Il est important en fait de ne pas faire de ces chiffres une généralité. Et sachez également que je parlerai toujours en taux nominal, c'est-à-dire en taux hors assurance. Alors, il faut savoir qu'en février 2021, les taux de crédit immobilier reculent de 0,05% à 0,25% selon les établissements et les profils. En moyenne, les taux sont actuellement de 1,05 sur 15 ans, 1,25 sur 20 ans et 1,45 sur 25 ans, en sachant qu'il est parfois possible d'aller en dessous de cette moyenne, toujours selon l'établissement prêteur et le profil emprunteur. 2021 pourrait être considéré en fait comme l'année de la renégociation, puisque les taux ont rarement été aussi bas. Il y a donc tout intérêt à renégocier son emprunt, même pour un crédit contracté il y a 2 ans parfois. Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, les banques, en fait, elles sont plus flexibles.
avec un allongement de la durée d'emprunt qui est passé de 25 à 27 ans. C'est une petite subtilité sur cet allongement. Il s'agit en réalité de 25 ans plus 2 ans de différé. Ce qui fait que cet allongement s'adresse uniquement aux achats sur plan ou lorsqu'on a d'importants travaux à effectuer. Le taux d'endettement, quant à lui, il est passé de 33 à 35%. Je pense que vous en avez facilement entendu parler dans les médias. Et le taux de dérogation face à ces règles est passé de 15 à 20%. Mais à côté de ça, en fait, il faut savoir que les banques sont plus vigilantes et exigeantes, notamment sur ce qu'on appelle le reste à vivre, qui est de 800 € en moyenne pour une personne, 1 500 € pour un couple et 250 € par enfant supplémentaire. Encore une fois, cette moyenne de reste à vivre que je viens de vous citer, elle diffère selon chaque banque. Ensuite, les banques, elles vont également être vigilantes sur la tenue de compte selon 4 critères importants. L'effort d'épargne, un effort d'épargne régulier, même minime, est apprécié par les banques. Un solde de créditeur à la fin du mois, pas de dépenses excessives régulières et surtout pas de frais d'intervention. Ensuite, j'ai noté apport de 10%, puisque aujourd'hui, il faut savoir que le financement à 110% ne se fait quasiment plus du tout. Les banques vont demander un apport au mieux de 10% du montant emprunté. Et si on n'y arrive pas, on va au moins essayer de couvrir les frais notariaux. 110%, c'était l'achat plus les frais de notaire. Hein, voilà, les frais de notaire et les frais annexes, tout à fait. Oui. Les frais annexes. Et généralement, les banques, on dit 100% pour l'achat immobilier et 10% pour les frais annexes. Ok, donc c'est quand même une année 2021. Ça vaut quand même le coup de se poser la question de renégocier ses prêts pro et perso. Tout à fait. Et on a une possibilité d'endettement un peu plus importante. D'accord. Et donc, alors, comment on restructure sa dette? Alors voilà, justement, pour restructurer sa dette, on peut souvent se poser la question à partir de quand est-ce intéressant de renégocier et quand le faire. En moyenne, il faut savoir que si l'écart entre l'ancien taux et le nouveau taux est égal ou supérieur à 1%, cela en vaut la peine. De plus, il faut savoir qu'il est souvent intéressant de renégocier lorsqu'il reste en moyenne 15 ans au prêt et qu'on a un capital restant dû autour de 100 000 € minimum. Mais encore une fois, attention à ne pas faire de ces chiffres une généralité puisque cela peut dépendre du montant. Par exemple, là, j'ai fait un petit tableau. Vous pouvez voir avec l'exemple numéro 2 à droite. Si nous sommes par exemple sur un prêt à 500 000 € avec un écart entre l'ancien taux et le nouveau taux de 0,7, on passe de 1,70 à 1%. On peut voir que sur la ligne du bas, les nouveaux intérêts sont passés de 44 à 25 000, même avec un écart en dessous de 1%. Ensuite, du coup, lorsqu'on restructure sa dette, il faut bien faire attention à prendre en considération les frais engendrés et notamment les indemnités de remboursement anticipé qui se calculent de la manière suivante. Donc, pour les prêts immobiliers, ça va être 3% du capital restant dû ou les 6 derniers mois d'intérêt. Pour du prêt à la consommation, selon les montants, cela sera de 0, comme par exemple pour les prêts étudiants où il n'y a pas d'indemnité de remboursement anticipé en général. Sinon, sur du prêt conso, ce sera 1% du capital restant dû. Pour les pros, les frais de remboursement peuvent varier allant de 6 à 11%. En plus de ces frais, il faut prendre en compte les frais de dossier, de garantie et de courtage. Oui, le tout, c'est pas de restructurer la dette, c'est d'être sûr qu'au global, tout frais confondus, ce soit intéressant en fait. Hein. Et puis, exact. Ça, on va le voir après dans un exemple où ce sera un peu plus précis. Pour finir, ne pas oublier qu'un regroupement de crédit implique souvent l'allongement de la durée d'emprunt et la domiciliation des revenus. Pour cela, il est donc très important en fait de bien définir dès le début l'objectif de votre renégociation. Est-ce que vous souhaitez réduire votre mensualité, réduire votre taux, réduire votre durée, ajouter un nouvel emprunt? Bref, dans tous les cas, on va le voir dans l'exemple juste après qu'il existe plusieurs possibilités et qu'il est donc nécessaire de bien connaître vos objectifs et vos besoins de base. Et pour finir, sachez que vous pouvez structurer votre dette auprès de votre propre banque, d'autres banques ou d'établissements de crédit spécialisés. Alors, l'étude de cas particulier avec un tableau qui fait un petit peu peur quand on le voit comme ça, il y a beaucoup d'informations. Moi, j'aime les chiffres, hein, mais... Voilà, au moins, en fait, c'est un tableau bien complet qui va permettre de comprendre les différentes solutions proposées. Alors, je suis partie d'un couple qui avait emprunté en 2016 350 000 € sur 25 ans, à un taux à 2,50. Ils ont des revenus de 3 800 € net par mois à deux, et à ce jour, il leur reste 20 ans à rembourser avec une mensualité de 1 570 €. Donc, sur les lignes du dessus, vous pouvez voir en premier lieu, j'ai calculé leurs différents frais. Les indemnités de remboursement anticipé dont je vous ai parlé, qui s'élèvent à 3 757 selon leurs 6 derniers mois d'intérêt. Ensuite, les frais de dossier que j'ai mis à 500, frais de garantie à 2 000, frais de courtage à 2 000, ce qui nous fait un total de 8 257 € de frais à inclure au nouveau capital restant dû. Donc, tous les éléments que je viens de vous citer, ils sont dans les deux premières lignes du tableau.
Donc, ce qui est intéressant sur ce tableau, c'est qu'il y a les 3 dernières lignes qui comprennent 3 propositions différentes pour ce même cas de figure. Donc, par exemple, sur la ligne proposition 1, le but est de réduire la mensualité tout en gardant la même durée. Donc, en appliquant les taux actuels, on peut tout de suite constater que la mensualité baisse à 1 196 €, ainsi que le taux d'endettement à 31%. Et à la fin, dernière colonne, on voit que le gain des intérêts est de 15 463 €. Le reste à vivre, quant à lui, il a augmenté, donc permettra d'améliorer la qualité de vie du couple ou même de pouvoir épargner. Ensuite, sur la ligne proposition 2, le seul but est de réduire la mensualité. Pour cela, on décide donc d'allonger la durée, ce qui fait que la mensualité va largement baisser à 1 110 €. Le taux d'endettement également baisse énormément à 29%. Il y a quand même un gain des intérêts, même en allongeant la durée, puisque nous passons d'un taux de 2,5 à 1,2. Mais ce gain d'intérêt de 9 330 € est minime, puisque nous allongeons la durée et donc les intérêts. Et pour finir, le troisième solution, proposition 3, le but est de réduire la durée et le taux également. Donc, ce qui engendre obligatoirement une mensualité plus élevée que les autres propositions, mais on a aussi un gain d'intérêt qui est énorme à 20 900 € et un taux là qui est très très bas à 1%. Donc, en fait, grâce à ce tableau, vous pouvez constater que la restructuration de votre dette personnelle ou professionnelle, elle offre plusieurs possibilités. Et en fait, le plus important, c'est de calculer en premier lieu les frais engendrés et ensuite de bien définir votre objectif principal. Oui, c'est ça, parce que c'est très important. Enfin, des gains d'intérêt, c'est très important. Là, c'est vrai que sur certains profils et certains clients, on va leur dire le gain d'intérêt, c'est pas la priorité, ça va être de revoir la mensualité. Mais voilà, c'est où on va et ce que l'on souhaite faire. Mais c'est vrai que c'est très intéressant de voir. C'est vrai que 20 000 € de gain d'intérêt, on le prend. Hein. Voilà, oui. Mais après, justement, ça augmente aussi la mensualité, donc c'est à voir si on peut suivre à côté. C'est ça. Donc, c'est tout le calcul est là. Donc, ensuite, en ce qui concerne la renégociation de dette professionnelle, donc c'est la même façon de fonctionner que du particulier que je viens de vous expliquer. Ce qui va différer, c'est la nature du prêt, bien sûr, comme de l'achat de véhicules professionnels, de fournitures ou de matériel. Et donc, le point sur lequel il va falloir faire attention, ce sont les indemnités de remboursement anticipées qui peuvent aller, comme je l'ai expliqué, jusqu'à 11% pour du prêt pro, toujours selon les établissements de crédit, bien sûr. Et donc, on peut toujours se demander pourquoi est-ce aussi cher? Tout simplement parce qu'en fait, le domaine professionnel est généralement plus cher car il est considéré comme plus risqué, en fait. Donc, pour cela, en fait, il est possible de négocier vos indemnités de remboursement anticipées lorsque vous contractez votre prêt. Et donc là, j'avais fait un petit calcul assez rapide où on peut voir dans le tableau la banque 1 qui propose un meilleur taux que la banque 2, à une petite différence près, mais des frais de remboursement à 11% contre 6% pour la banque 2. Donc, si vous pensez déjà à la restructuration de votre dette, on peut voir sur cet exemple que 7 ans après, les indemnités de la banque 2 sont beaucoup moins élevées, 8 210 contre 15 000 €, même si à la base, cette banque avait un taux légèrement plus élevé. Donc, c'est à vous de choisir ce qui compte pour vous, soit le taux nominal, soit le taux des indemnités de remboursement anticipées. Donc voilà, tout cela pour dire que je reste à votre disposition ainsi que le groupe Accord de prêt pour répondre à vos questions, effectuer des simulations selon vos besoins. Et j'ai également mis, pour ceux qui souhaitent aller un peu plus loin, différents liens dans le chat. Merci Fanny. Je pense que de toute façon, je pense que les 4 experts que vous voyez ici présents sont tout à fait d'accord pour répondre à toutes vos questions et vous apporter du conseil, même en privé. Ils ont mis leurs coordonnées, leur numéro de téléphone et leur adresse mail dans le chat. Alors n'hésitez pas à les contacter. Ils sont là pour vous aider aussi et pour avancer, trouver des solutions pour 2022-2023. En tout cas, on vous remercie pour votre participation, votre présence, toujours aussi nombreux à ces webinaires. Le prochain webinaire sera axé sur le bail et donc on a hâte de vous y retrouver et puis on vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Merci à tout le monde. Merci. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.